Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre maison? Pas juste ignoré, mais carrément traité comme un invité qui abuse un peu de l'hospitalité. Pour moi, cet invité, c'était moi. Et l'hôtesse, c'était ma propre mère. Ce n'était pas une histoire de cris ou de disputes. Non, c'était un silence. Un silence tellement lourd, tellement froid, qu'il en devenait assourdissant. Une ambiance où le moindre de mes pas donnait l'impression de déranger. J'ai grandi sur la pointe des pieds, pas par peur du bruit, mais par peur de troubler son univers à elle. Un univers où, finalement, je n'étais qu'un meuble qu'on tolérait. L'exposition, la normalité anormale. De l'extérieur, on aurait dit que mon enfance était parfaitement normale. La maison était impeccable, les repas servis à heure fixe, mes vêtements toujours propres. Pour les voisins et la famille, ma mère était une femme admirable, organisée, presque parfaite. Personne n'aurait pu deviner ce qui se passait derrière les portes closes. Ce n'était pas un monstre, non, ça aurait été trop simple. Un monstre, on peut le nommer, on peut le combattre. Ce que j'avais en face de moi était bien plus vicieux. Une distance glaciale, une indifférence polie qui me refusait le droit le plus simple, celui d'être une enfant aux yeux de sa mère. Notre relation, c'était comme si j'étais une planète en orbite autour d'un soleil beaucoup trop lointain. J'étais là, mais je ne recevais ni sa lumière, ni sa chaleur. Mes joies, mes peines, mes petites victoires, tout semblait glisser sur elle, sans jamais l'atteindre. Un genou écorché? D'abord un soupir d'agacement, le réconfort venait après, s'il venait. Un dessin que je lui tendais, toute fière? À peine un regard avant qu'il ne finisse sur un coin de table, déjà oublié. Je n'étais pas sa confidente, ni même une personne. J'étais une tâche sur sa liste, une responsabilité à gérer. La maison, c'était son sanctuaire, pas le nôtre. Chaque objet avait sa place, chaque coussin devait être arrangé d'une certaine façon. Je me sentais comme dans un musée, autorisée à regarder, mais surtout pas à toucher. Ma chambre était mon seul refuge, mais même là, je sentais son jugement silencieux sur le moindre bazar. Ce n'était pas mon foyer. C'était sa maison, et j'étais juste hébergée. Cette cruauté silencieuse, c'est ce qu'il y a de plus dur à expliquer. On vous répète sans cesse, mais c'est ta mère, et ça vous écrase de culpabilité. Comment oser se plaindre d'une mère qui ne vous frappe pas, qui vous nourrit, qui vous habille? La violence que je vivais ne laissait pas de bleu sur la peau, mais elle creusait des gouffres dans mon âme. L'absence d'un mot gentil, l'absence d'un regard complice, ce vide immense là où il aurait dû y avoir un amour inconditionnel, voilà ce qui m'a construite. J'ai appris une leçon terrible. L'amour, ça se mérite. Et malgré tous mes efforts, je n'y arrivais jamais. L'escalade, les 1000 coupures. En grandissant, ça n'a fait qu'empirer. Pas en intensité, mais en fréquence. La cruauté silencieuse s'est transformée en une série de micro-agressions. Comme des milliers de petites coupures de papier qui, à la fin, vident votre estime de soi de tout son sang. Je me souviens de ces moments avec une clarté qui fait mal. Parce que ce sont eux qui m'ont convaincu que j'étais une étrangère. Il y a eu l'épisode du bulletin scolaire. J'avais 12 ans et j'avais bossé comme une acharnée tout un trimestre, pas pour moi, mais pour elle. J'étais obsédée par l'idée de lui ramener un bulletin parfait, un truc irréprochable qui allait enfin la forcer à me voir, à être fière. Le jour J, je suis rentrée, le cœur battant, le bulletin serré dans ma main comme un trésor. Je le lui ai tendu. Elle l'a pris, l'a scanné en quelques secondes. Il n'y avait que des A. Partout. Sauf en musique, où j'avais eu un B+. Son doigt s'est posé dessus. Musique, elle a dit, sans lever les yeux. Tu aurais pu faire un effort. Puis elle m'a rendu le bulletin et est retournée à ce qu'elle faisait. Pas de bravo, pas de je suis fière de toi. Juste le rappel que ce n'était, encore une fois, pas suffisant. Ce jour-là, j'ai compris que l'amour d'une mère comme elle dépend de ce que vous astérisque fait astérisque, pas de qui vous astérisque est astérisque. Et que rien ne serait jamais assez bien. Quelques années plus tard, j'ai eu une grippe carabinée. J'étais au lit, complètement HS, avec une fièvre de cheval. Je n'attendais pas qu'elle me borde, j'avais passé l'âge. J'espérais juste, un peu d'attention. Un verre d'eau sur ma table de nuit, une question pour savoir comment j'allais. À la place, j'ai eu droit à de l'irritation. La porte s'est ouverte sur un reproche.
J'espère que tu ne vas pas me contaminer, j'ai une semaine chargée. Elle est restée sur le seuil, comme si ma maladie était une attaque personnelle, un imprévu dans son planning parfait. Je me souviens avoir murmuré « pardon » dans mon oreiller, m'excusant d'être un fardeau. J'étais un problème, une perturbation. Mais l'anecdote la plus dévastatrice, c'est celle de ma passion pour l'écriture. Depuis toute petite, j'inventais des histoires. C'était mon refuge. À 16 ans, j'ai gagné un petit concours de nouvelles dans ma ville. La première fois que mon talent était reconnu. J'étais sur un nuage. J'ai couru lui montrer l'article dans le journal local. Je m'attendais à de la joie, ou au moins de l'intérêt. Sa réaction a été un coup de poignard. Elle a jeté un œil à l'article et a dit, d'un ton las, « C'est bien. Mais ne te fais pas d'illusions, ça ne paie pas les factures. Tu ferais mieux de mettre cette énergie dans tes cours de maths. » Elle n'a pas vu la fierté, l'accomplissement. Juste une distraction inutile. Là, j'ai compris qu'elle ne me voyait pas comme une personne. Juste comme une extension d'elle-même, et que mes rêves n'avaient de valeur que s'ils servaient ses ambitions. J'ai continué à écrire, mais en secret, comme si c'était une honte. Ces moments, et des centaines d'autres, m'ont appris à devenir invisible. J'ai arrêté de partager mes réussites pour ne plus être déçu. J'ai caché mes peines pour ne pas la déranger. J'ai fini par devenir une experte dans l'art de ne rien attendre. Je pensais que c'était la seule façon de ne plus avoir mal. Le point de rupture, la voie retrouvée. Le point de non-retour est arrivé quand j'avais 20 ans. Ce n'était pas une scène de film, sans cris, sans larmes, sans porte qui claque. C'était, comme toute notre relation, un moment d'une banalité terrifiante. J'étais rentrée de la fac pour le week-end. J'étais assise dans le salon, en train de lire. Sur le canapé, il y avait un plaid, plié au millimètre près, comme toujours. Comme j'avais un peu froid, j'ai fait un truc tout bête. Je l'ai déplié et je l'ai posé sur mes genoux. Un geste normal, quoi. Quelques minutes plus tard, ma mère est entrée. Pas un mot. Elle ne m'a même pas regardé. Son regard s'est figé sur le plaid déplié. J'ai vu son visage se crisper. Lentement, elle s'est approchée. Toujours en silence, elle a pris un coin du plaid, l'a retiré de mes genoux, l'a secoué, et a commencé à le replier méticuleusement, comme une machine. Une fois qu'il a retrouvé sa forme parfaite, elle l'a reposé à sa place exacte sur le canapé. Puis elle est sortie de la pièce. Je suis restée figée. Et tout le froid de mon enfance m'est tombé dessus d'un coup. Ce geste, c'était tout. Son contrôle absolu, le message clair que ma simple présence dérangeait son ordre. Ce plaid, c'était la métaphore de ma vie. J'étais le pli indésirable qu'elle passait son temps à essayer de lisser. Et c'est là que quelque chose a cassé. Pas de la colère. Juste une tristesse immense et une révélation brutale. J'ai enfin compris. J'ai compris que je pouvais passer le reste de ma vie à essayer d'être la fille parfaite, ça ne changerait jamais rien. Je serais toujours l'étrangère. À cet instant précis, j'ai arrêté de me battre. La douleur était immense, mais pour la première fois, elle était libératrice. Ce n'était pas moi, le problème. Ce n'était pas moi qui ne méritais pas d'être aimée. C'était elle qui était incapable d'aimer. L'accepter, c'était comme poser un sac de pierres que je portais depuis ma naissance. Et c'est là que j'ai décidé de trouver ma voix. Pas pour lui crier ma douleur, je savais qu'elle n'entendrait pas. Mais la voix pour me parler à moi-même. Pour me dire ce que j'avais toujours rêvé d'entendre d'elle, que j'ai de la valeur, que ce que je ressens est légitime, et que je mérite d'être aimée pour qui je suis. La résolution, apprendre à survivre. Ma nouvelle vie n'a pas commencé par une grande rébellion, mais par une série de petites décisions, juste pour moi. C'était le début d'un long chemin pour me reconstruire, brique par brique. La première étape, la plus importante, a été de créer de la distance. Pas seulement physique, même si déménager pour de bon a été une vraie bouffée d'air. Surtout une distance émotionnelle. J'ai appris à ne plus rien attendre de nos conversations. Je les gardais légères, superficielles. On parlait de la météo, de banalité. Je me suis construit une forteresse intérieure où ses pics et son indifférence ne pouvaient plus m'atteindre. C'était un deuil, oui. Le deuil de la mère que je n'aurais jamais. Mais c'était un deuil nécessaire pour arrêter de me fracasser contre son mur. Ensuite, et c'est peut-être le plus crucial, j'ai cherché de l'aide.
Parler à un thérapeute a été une révélation. Pour la première fois, quelqu'un a écouté mon histoire et a validé ce que je ressentais, sans me dire « mais c'est ta mère ». Entendre un pro mettre des mots sur ce que j'avais vécu, négligence affective, personnalité narcissique, ça m'a libérée. J'ai compris que je n'étais pas folle. La thérapie m'a donné des outils pour déconstruire les schémas toxiques que j'avais en moi. J'ai appris à reconnaître cette petite voix critique dans ma tête, celle qui me disait que je n'étais jamais assez bien, et j'ai réalisé que ce n'était pas ma voix, mais la sienne. En parallèle, j'ai commencé à construire ce qu'on appelle une « famille choisie ». Je me suis tournée vers des amis, et plus tard vers mon partenaire, qui m'ont offert un soutien inconditionnel, de la chaleur, de l'acceptation. J'ai appris avec eux ce qu'était une relation saine. Une relation où on peut être faible sans avoir peur, où les réussites sont fêtées et où les échecs sont accueillis avec empathie, pas avec mépris. Ces personnes m'ont montré que j'étais digne d'être aimée. Enfin, le plus gros du travail a été sur moi-même. Une bataille de tous les jours pour désapprendre ce que mon enfance m'avait enseigné. Apprendre à accepter un compliment. Apprendre à me pardonner mes erreurs. Apprendre à célébrer mes propres victoires, même les plus petites. J'ai appris à être ma propre mère, celle que j'aurais dû avoir. Ce n'est pas un chemin tout droit. Il y a encore des jours où la culpabilité revient. Mais maintenant, je sais la reconnaître, et je sais comment la combattre. Si cette histoire vous parle, si vous avez connu ce silence ou ce sentiment d'être un étranger dans votre famille, sachez que vous n'êtes pas seul, et que votre douleur est légitime. Si vous le souhaitez, partagez un morceau de votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. Et n'oubliez jamais que chercher de l'aide, c'est un signe de courage, pas de faiblesse. Des professionnels sont là pour vous écouter. Aujourd'hui, je ne suis plus l'invité. J'ai construit ma propre maison. Pas en briques, mais une maison à l'intérieur de moi, basée sur l'acceptation et l'amour que j'ai enfin appris à me donner. La cruauté de ma mère ne me définit plus. Mon histoire, ce n'est plus l'histoire de ce qu'on m'a fait, mais de ce que j'ai fait ensuite. C'est l'histoire de ma survie, de ma reconstruction, et de la voie que j'ai finalement trouvée pour me dire à moi-même « Bienvenue chez toi ».